Allez, bienvenue, bonjour à tous. Je suis Véronique Dussault et je suis très heureuse de vous accueillir pour cet éveil matin de psychologie. Manger, cuisiner, cultiver est à la mode aujourd'hui. La nourriture est-elle devenue une façon de définir qui nous sommes, nos valeurs, nos croyances? Qu'en pensent les gens? Comment évolue leur comportement en la matière? Et face à ces évolutions, quelles sont les propositions des acteurs du marché de l'alimentation? Alors avant d'introduire ce sujet, je vais vous parler de moi. Hier soir, repas familial. Alors j'ai préparé une salade d'endives betterave rouge, un soufflé au fromage et une compote de pommes avec des rennes de rainettes. En la préparant, j'étais assez concentrée sur mes gestes, mon organisation de cuisson, la compote en premier, la barrique du soufflé, la salade. J'avais du respect pour le travail que je réalisais et en y réfléchissant ce matin, je me dis peut-être aussi l'espoir de recevoir des compliments. Je vous rassure, je ne les ai pas eus. Ils sont ingrats. Préparer en conscience le repas me permettait presque de faire mon karma yoga. Ce repas, en fait, il signe ma relation au temps, aux saisons, à moi, à la planète, en fait. Manger va donc au-delà de se nourrir. Tiens. Bon, ma relation à manger est éclairante pour moi, mais pour vous, c'est l'étude menée dans 32 pays et auprès de 10 000 personnes qui vous intéressent aujourd'hui. Réalisée par BETC, elle va vous être présentée par Marianne Hurstel, qui est vice-présidente de BETC et directrice du planning stratégique. Elle va nous éclairer en nous dévoilant les résultats de cette étude. Puis nous cuisinerons 3 hommes que nous avons choisis pour vous. Alors je vais vous les présenter par ordre alphabétique. David Garbos, bienvenue David. Alors vous êtes directeur du marketing stratégique du groupe Fleury-Michon. Charcutier et traiteur sont les 2 activités principales de votre entreprise. Fleury-Michon est un groupe à l'actionnariat familial, libre de mener ses choix, quitte à abaisser par exemple sa marge pour mieux rémunérer les éleveurs dont il achète la production. Le chiffre d'affaires sur cet axe a bondi l'année dernière. Vous êtes engagé sur le chemin de la transparence des industries agroalimentaires avec le programme Venez vérifier. Vous pensez qu'ouvrir vos usines permet de fermer la boîte à fantasmes des consommateurs. Vous savez qu'ils ont appris, qu'ils décryptent les propositions des marques et humblement, vous tentez de leur proposer de manger mieux. Thierry Marx, à côté de vous. Bienvenue Thierry. Merci d'être là, vous êtes admiré. De Paris à Sydney, à Tokyo, pour votre cuisine. Vous êtes un chef étoilé, bien sûr. Vous avez été élu cuisinier de l'année en 2006. Aujourd'hui, vous jouez au piano, au Mandarin Oriental, dont vous dirigez la restauration. Pour vous, la cuisine est un lien naturel et social qui rassemble les hommes. Tiens. Mais vous êtes aussi un homme engagé pour transmettre votre savoir-faire, votre savoir-être aussi, dans cuisine mode d'emploi et boulangerie mode d'emploi. La formation gratuite que vous dispensez va au-delà de l'apprentissage d'un métier, me semble-t-il. Elle développe la confiance en soi, la rigueur, l'ouverture aux autres et donne le plaisir de faire et de partager. Vous avez participé, et ça m'a touché avec d'autres grands chefs, à dénoncer les conditions de travail difficiles, inhumaines, humiliantes, inefficaces en brigade dans certains établissements. Vous avez proposé aux côtés de Psychologie le plus grand dîner en silence organisé en France pour se connecter à ses sensations. Enfin, chaque mois, nous avons le plaisir de vous lire dans Psychologie. Quentin, enfin, bienvenue Quentin. Vous êtes livreur de bonheur. Et pour cela, merci. En fait, avec Julia Bijaoui, vous êtes le fondateur de la start-up Frichti, lancée en juin 2015. Frichti, c'est d'abord votre volonté personnelle de manger bon le soir en rentrant fatigué du bureau. C'est ensuite une volonté de proposer une expérience de dégustation simple et sans doute une conscience des interactions entre se nourrir avec goût, valoriser le travail de bons professionnels de l'agriculture, en somme, agir pour le bien manger au quotidien, chez soi ou hors de chez soi. Alors juste, à Psychologie, elles sont dingues de Frichti. Elles ont juste dit, est-ce qu'on peut en avoir un petit peu plus?
Pourtant, elles sont toutes... Votre jeune entreprise emploie aujourd'hui plus de 200 personnes et séduit des milliers de Parisiens comme les investisseurs. Le mois dernier, vous avez remporté aussi le prix Ivy du jeune dirigeant de la technologie en 2016. Donc à l'issue de la présentation, vous serez tous les trois interrogés par Arnaud de Saint-Simon qui dirige le groupe Psychologie. La relation entre manger et être en bonne santé, manger et la planète, manger et partager des sensations, des émotions et du plaisir est au cœur de nos contenus sur le magazine, le site ou les événements que nous proposons à notre public. Il était donc juste naturel de partager avec vous les résultats de cette étude. Donc je passe maintenant la parole avec joie à Marianne qui va nous régaler des découvertes réalisées lors de Eater Digest, le futur de l'alimentation. Merci. Si tu m'invites, je te promets, je te ferai des compliments. Alors on a réalisé cette étude qu'on appelle Eater Digest, c'est en anglais, je parle français, dans environ une trentaine de pays, parce que pour nous c'est toujours important d'avoir une vision relative des choses, notre point de vue de français, des anglo-saxons, des latins, des chinois. Et lorsqu'on a réalisé cette étude, vous verrez à chaque fois, on va interroger des gens du mainstream, représentatifs, et puis on va interroger des prosumers, vous verrez de temps en temps 2 chiffres, les prosumers, ils sont un petit peu plus prédictifs des tendances. La première chose, avant même de rentrer dans les thèmes de l'étude, et je pense que c'est ce qui réunit un petit peu tout le panel qui est ici, c'est qu'on est face à une situation qui est une grande opportunité, puisqu'on est dans une situation de tension extrême. Et quand il y a tension, il y a possibilité d'une solution, et donc il y a possibilité de la création d'une nouvelle valeur. En tout cas, nous, c'est notre point de vue sur les marques et les entreprises. Aujourd'hui, la tension, elle est liée au fait que jamais l'alimentation ne nous a autant concernés, et on va le voir dans cette étude, à différents niveaux, social, pour la planète, pour moi, ma santé, mais surtout au fait que ces interrogations, ce sentiment qu'il est important de choisir ce qu'on mange, renvoie à une méconnaissance profonde de la part des entreprises, des grandes marques alimentaires qui sont censées y répondre. Donc l'attention qui est intéressante aujourd'hui, c'est on s'intéresse au sujet et pourtant on a du mal à trouver les réponses qui pourraient nous rassurer ou faire écho à nos interrogations. Et ce qui est intéressant, je suis contente qu'il y ait une représentation de Frischti et des startups, c'est qu'aujourd'hui, ce que les grandes marques ne font pas, ce dont elles ne se rendent pas compte, c'est que d'autres le font, et ce sont souvent des startups. Alors l'alimentation, pourquoi est-ce qu'elle nous interpelle? Parce qu'elle va couvrir 3 grands registres aujourd'hui fondamentaux dans la société dans laquelle on vit. La santé d'abord, qui est au cœur de nos préoccupations, mais pas seulement. Le lien social, on va voir que l'alimentation, c'est ce qui me relie à ma famille, c'est ce qui me relie à mes ancêtres ou aux générations à venir. Donc il y a une idée de lien dans la transmission, et puis c'est ce qui me relie aux autres plus généralement. Et puis bien sûr, mon rôle en tant que citoyen, ce que je mange, est une manière de voter pour le monde, la planète dans laquelle je veux vivre. Premier chiffre, on va avoir beaucoup de chiffres dans cette étude. On a posé cette question aux gens, ce que je mange dit beaucoup de ce que je suis. Et ce qui est intéressant au travers de toute cette étude, on va le voir, c'est que les cibles les plus préoccupées par l'alimentation, le choix de ce qu'ils mangent, on va voir même par les restaurants qui choisissent, ce sont les jeunes. Donc là aussi, il y a beaucoup d'espoir. Vous voyez ici, donc, les prosumers, donc c'est ce qui va être indicateur des tendances. Donc, dans le monde, 70% nous disent ça dit beaucoup de moi, un peu moins pour le mainstream, ça veut dire que dans 2 ans, tout le monde va être à 70%. On est dans une tendance qui n'a pas fini de monter. Quand on regarde les pays, on voit qu'en France, ce sont des chiffres très élevés, mais ce sont des chiffres très élevés partout dans le monde, un petit peu moins en Angleterre. Et puis vous voyez là les tranches d'âge, on va y revenir. Globalement, à chaque fois, ce sont les millennials qui sont le plus concernés par ce qu'ils mangent. Une autre charte, une autre phrase, les gens nous disent la junk food, c'est pas seulement une menace pour moi, pour ma santé. Ils ont cette prise de conscience que la junk food est une menace pour l'espèce. Le mot espèce, c'est un mot qui va loin. Ça veut dire l'espèce, c'est moi, ma santé, mais c'est aussi les générations à venir. Et vous voyez là les chiffres très élevés en France. 80% des Français vous disent que si je continue à me le manger, globalement, c'est l'espèce qui est mise en danger. Et je continue, globalement, l'alimentation
nous tue. Et on sait qu'aujourd'hui, sur la planète, plus de gens meurent de mal manger, trop manger, l'obésité, le diabète, etc., que de gens qui meurent véritablement de faim. On sait vrai qu'on se préoccupe de la faim dans le monde, mais aujourd'hui, on va tuer plus de gens par la manière dont elles alimentent que par le problème de la faim dans le monde. Et globalement, on revient à l'autre côté de l'attention, qu'en est-il des marques? Ont-elles compris ces enjeux et y répondent-elles? Et en fait, ce qu'on voit, c'est toutes ces grandes marques qui nous ont accompagnés dans notre enfance et dont on se disait qu'elles étaient des garants de confiance. Kellogg, qui nous accompagnait au petit déjeuner, et même Coca-Cola d'une certaine manière. Toutes ces grandes marques aujourd'hui sont montrées du doigt. Dans Who Killed Tony the Tiger, par exemple, même Kellogg, on commence à dire Kellogg nous habitue à manger du sucre dès le matin. Globalement, aucune de ces grandes marques n'a réellement compris ce qui était en train de se passer et n'a réellement tenté d'y apporter des réponses. On a également ce chiffre, on demande aux gens, quand ils choisissent un aliment dans un supermarché, qu'est-ce qu'ils regardent en premier? Alors les gens exagèrent, mais ce qui est intéressant, c'est que le nom de la marque, aujourd'hui, est en train de baisser au profit de deux choses. Les ingrédients, donc qu'est-ce qu'il y a dedans, et la valeur nutritionnelle. Alors, les latins, français, Espagne, Italie vont plutôt regarder les ingrédients. Les Américains, les Anglo-Saxons, qui ont une moins grande culture de l'ingrédient, vont regarder la valeur nutritionnelle. Mais globalement, c'est la même chose. Ça veut dire que je n'ai pas confiance, donc je vais aller moi-même à la recherche de comment c'est fait, d'où ça vient. Alors, il y a aussi l'origine, qui est assez importante. Autre élément, globalement, est-ce que j'ai confiance dans ces marques qui n'ont plus du tout, qui ne me donnent plus du tout l'impression de faire écho à mon ressenti profond? Ce qu'on voit, c'est en fonction des zones géographiques, en tous les cas dans nos pays à nous, les gens nous disent « je n'ai plus confiance dans les grandes marques, les grandes entreprises. Tout ce qui est grand est méchant. Tout ce qui est petit est gentil. » Donc, super pour Frischti, mais c'est difficile pour les grandes marques qui ont quand même un rôle important. Alors, dans certains pays émergents, la grande marque rassure toujours. Mais dans les pays plus mûrs, la grande marque, finalement, quand je suis grand, je manipule, je mens. C'est un peu pareil pour les hommes politiques. Dès que je réussis, on va s'intéresser un petit peu moins à moi. On va avoir l'impression qu'il y a un petit doute sur ce que j'ai fait pour arriver à cette position. Donc, des exemples de petites marques. Donc, 3 thèmes, en fait, je vais vous proposer, sur lesquels j'espère vous rebondirez après. Le premier, c'est moi, ce que je mange, mon corps, ma planète. Donc, comment ce que je mange me relie, moi, c'est ce que tu disais dans l'introduction, au monde dans lequel je vis. Le deuxième, c'est le local, qui est en train de monter très fortement, et on verra 2 ou 3 raisons autour du local. Et la troisième, c'est la dimension sociale de l'alimentation. Il y a du fun là-dedans, et le fun a évolué, et le fun, c'est un élément aussi de qu'est-ce que je raconte, qu'est-ce que je partage, comment je parle ce que je mange. C'est un élément aussi très intéressant. Si je suis capable de parler de ce que je mange, la manière de m'alimenter va changer. C'est pour ça que si on ne fait pas de compliments, par exemple, ça veut dire qu'on n'est pas vraiment dans l'échange autour de ce que je mange, alors que les gens m'envoient des photos, etc. Donc, My Body, My Lifestyle, My Planet. Donc, c'est une question qu'on pose régulièrement dans nos études. Je pense que la nourriture est aussi efficace que la médecine dans l'entretien de ma santé. Alors là, il y a des barres, des chiffres, etc. Mais ce que je voulais montrer dans cette charte un petit peu compliquée, c'est qu'en 2012, si vous prenez la France, le mainstream vous disait oui à 64 et les prosumers qui étaient un peu en avance vous disaient oui à 88%. Si vous regardez aujourd'hui, en fait, vous voyez que ça continue de monter. C'est-à-dire que ce qu'étaient les prosumers, ça s'est avéré une réalité. Aujourd'hui, le mainstream dit oui, et ça continue à monter. C'est-à-dire qu'on a encore des gens qui disent ça va monter jusqu'à 91%, peut-être même jusqu'à 100%. Donc ce sont des chiffres très lourds, très élevés, et qui vont avoir un impact, si on fait des études sur la santé, c'est que les gens vous disent je suis responsable de ma maladie. Si je suis malade, c'est de ma faute. Nous, on a regardé différents types de maladies, le diabète, le cancer, les maladies cardiovasculaires. Non, mais c'est quand même de ma faute parce que j'aurais dû me comporter autrement. Donc face à ça, on voit qu'on a un gros enjeu pour les gens, c'est l'enjeu de changer la manière dont je vis, dont je mange, dont je m'alimente, mais aussi dont je fais du sport. Et globalement, ce changement de vie, ce changement de lifestyle est extrêmement difficile parce que tout le monde commence à avoir conscience qu'il
faudrait quand même que quelque chose change, mais on ne sait pas comment. Donc j'aime bien cette charte pharmacienne. Prenez un par jour avec une tomate et un concombre et ça ira mieux, puisqu'on commence à se dire, finalement, le sujet, c'est pas d'attendre d'être malade pour se bourrer de médicaments et d'antibiotiques, c'est de tous les jours avoir une diète saine qui prévient les maladies. En général, 82% des prosumeurs en France, 72% du mainstream. Donc là, on est dans des chiffres très élevés et les gens vous disent, c'est ma responsabilité de choisir ce que je mange pour éviter les maladies. Alors ce sentiment de responsabilité, à nouveau, le corollaire de ça, c'est je dois agir. Là, on en est à mon niveau personnel, on va arriver à la planète derrière. Mais il y a une différence entre la conscience, c'est comme quand on veut arrêter de fumer, on est conscient que fumer tue, pour autant, c'est difficile d'arrêter de fumer. Donc les gens vont attendre aujourd'hui que les marques les accompagnent, les coachent, les aident à garder leurs bonnes habitudes ou à démarrer. Le premier jour, on arrête de fumer, c'est important. Et puis le deuxième jour, on doit tenir. Le troisième jour, on continue. Et cette habitude, elle doit s'installer dans la durée. Et les gens ont conscience qu'il faut changer. Ils n'ont pas forcément conscience. Donc 3 conséquences. Le premier, c'est check. Les gens, on va voir, sont devenus des checkers professionnels. Ils sont capables de tout vérifier. Ils ont envie de tout vérifier. Le deuxième, c'est change. Accompagner ce désir de changement. Pour les marques, c'est très important. Et le troisième, c'est vote, c'est aider les gens à voter dans leur choix alimentaire. Check, c'est assez simple. Je le résume en une charte, je peux en avoir 12 sur le sujet, mais globalement, toutes ces chartes disent la même chose. Je m'inquiète, je m'interroge sur est-ce que je mange des contaminés, est-ce que c'est pas contaminé, est-ce que c'est sain, est-ce que contient des OGM, des antibiotiques. Donc on va avoir des tendances qui montent et qui descendent en fonction des pays. Dans certains pays, ça va être les antibiotiques, dans d'autres, les OGM, et puis ça va s'inverser. Donc on est dans des phases, mais globalement, il faut que je vérifie. Ce qui est intéressant, c'est que les grandes marques, souvent, donc leur émission est un contre-exemple, hésitent à ouvrir et à donner l'accès à l'information. Le problème, c'est que on va la chercher à leur information et on va la trouver. Donc la première conséquence de ça, c'est que ne pas ouvrir, ne pas donner accès à l'information à des gens qui sont dans un tel niveau de recherche et d'attente, c'est laisser d'autres donner cet accès à l'information. Donc aujourd'hui, ce que les marques ne font pas, les startups le font. Là, je vous mets des exemples américains parce que je fais cette étude dans le monde entier, donc c'est plus facile, mais on va avoir les mêmes dans tous les pays. Des gens qui vont vous aider à checker avant d'acheter le caractère éthique, plus ou moins sain, de ce que je suis en train de consommer. Et là, ce qui est intéressant, c'est que les gens adhèrent à ces startups. Ou shop, enfin, j'en ai 12 des comme ça en fait, globalement. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on voit bien qu'il y a un marché pour ces startups qui aujourd'hui m'expliquent à chaque fois que je fais un choix, c'est intéressant, est-ce le bon, est-ce le mauvais. Deuxième conséquence, change. J'ai remis cette charte d'une autre étude qu'on avait faite sur la santé, et les gens disaient, pour être sûr que mon corps reste en bonne santé, je suis prêt à abandonner toute nourriture unhealthy pour le reste de ma vie, c'est-à-dire les croissants, les pains au chocolat du petit, c'est fini, à jamais. On voit bien qu'on est dans une déclaration impossible. Mais c'est intéressant de se dire que les gens, ils ont envie, ils aimeraient en tout cas se rapprocher de ce type de comportement. On a posé des questions sur la viande, c'est pareil, c'est intéressant. Globalement, les gens nous disent, on mange trop de viande. Et c'est mauvais pour moi, c'est mauvais pour la planète. Donc les deux éléments sont en train de se combiner et on a des chiffres très élevés. Là j'ai changé de pays parce que je vous ai mis les pays bouffeurs de viande. Donc ce sont les Américains, les Brésiliens, les Argentins. On voit que même dans ces pays, les gens commencent à dire non mais là ça va pas, là on mange trop de viande, c'est mauvais pour moi. Là vous avez par exemple, surtout les femmes, c'est mauvais pour la planète, les femmes aussi. Donc la viande d'ailleurs c'est un truc qui est intéressant parce que c'est les femmes qui commencent à rentrer en résistance contre la viande. Le sucre, c'est très intéressant. On dit dans les études santé, on disait dans nos dernières études santé que aujourd'hui, c'est pas très très bien de mettre un cendrier sur la table. Demain, ça va être le sucrier. C'est-à-dire mettre un sucrier sur sa table, je ne sais pas dans les restaurants, mais globalement, mettre un sucrier, c'est presque déjà un peu transgressif. C'est comme mettre un cendrier, il va falloir se cacher pour manger du sucre. Et on a une montée de tout ce qui va être les végétariens, les flexitériennes, etc., etc.
Ce qui est intéressant dans tout ça, parce que ça on le savait, c'est que les gens attendent de l'aide. C'est-à-dire changer, c'est bien d'avoir la prise de conscience, mais c'est encore mieux si quelqu'un peut vous y aider. Et là, à nouveau, vous voyez que exactement comme dans la partie ouverture-transparence, il y a un rôle fondamental pour les marques, c'est de ne pas seulement se contenter de vendre un produit, une tranche de jambon ou un yaourt, pour les marques qui vont vers des produits les plus sains, mais derrière un service. C'est-à-dire comment j'accompagne les gens. Donc les gens vont chercher du côté des marques des applis, des digital devices qui les aident à monitorer leurs choix de manière régulière pour en faire de bonnes habitudes. Donc là, à nouveau, vous avez un nombre de startups d'applis qui s'emparent de ce sujet-là. Ce qui est incroyable, c'est que ce qu'une petite start-up arrive à faire, une grande marque aujourd'hui, avec les moyens qu'elle a, ne tente pas de le faire. Nous, on tente cette expérience et cette aventure avec quelque chose qui s'appelle Dan-On, pour Danone, qui est une appli qui aide les gens à changer d'habitude. C'est très, très, très difficile d'aller jusque-là où on aimerait aller, mais globalement, on dit voilà, si vous êtes en tant que marque préoccupé par la santé des gens, c'est pas juste le produit qui compte, c'est l'habitude et la manière dont je l'utilise. Et il y a un champ énorme, à nouveau, d'innovation. Et puis le dernier thème, peut-être le plus important aujourd'hui, c'est je vote. C'est-à-dire manger, c'est voter. Il y a quelques années, on demandait aux gens qui est un meilleur citoyen. Est-ce que c'est quelqu'un qui vote, le sujet d'actualité, ou est-ce que c'est quelqu'un qui trie ses déchets? Et les gens nous disaient, une majorité d'au-delà de 60%, un bon citoyen, c'est quelqu'un qui trie ses déchets. C'est-à-dire que la citoyenneté aujourd'hui, ce sont ces petits actes que je fais tous les jours. Quelle carotte je vais choisir au marché, à qui je vais acheter, à quelqu'un de local, de ma communauté, ou à quelqu'un dont je ne sais pas s'il contrôle la provenance de ce qui manque. Tout ça, ce sont des petits choix qui sont des choix de société. Et ces choix de société, c'est moi qui les fais, c'est moi qui les fais tous les jours. Donc les gens nous disent, les consommateurs devraient avoir le pouvoir de changer les food policy. Donc c'est par ces choix-là que j'impacte la food policy de mon pays, de mon gouvernement, etc., etc. Donc, par exemple, je vais sanctionner ou cautionner le comportement d'une entreprise par mes choix, par le fait que j'achète ou je n'achète pas en fonction du comportement de l'entreprise. Et le comportement de l'entreprise, là on parle d'alimentaire, donc je me suis réduit à des arguments alimentaires, mais ça va beaucoup plus loin. C'est la manière dont je traite mes employés, c'est la manière dont j'achète, c'est la manière dont je rémunère les pays éloignés qui fabriquent des choses pour moi. Donc tout ça, c'est le comportement de l'entreprise, et tout ça, c'est sujet à sanction ou à caution. Donc, premier thème, la manière dont je mange et mes choix alimentaires vont devenir de plus en plus essentiels, cruciaux, et vont devoir être accompagnés par des outils pour monitorer ces choix, aider les gens à choisir. Les gens sont perdus, ils sentent qu'ils ont besoin de nouveaux repères. Comment les y aider? Deuxième thème, c'est quoi? Qu'est-ce qui est bon? Enfin, on avait cette discussion, mais c'est quoi un bon choix? C'est difficile, et je pense que personne n'a aujourd'hui la réponse, donc peut-être que Thierry et Marc vous donnera la réponse, mais en tout cas, ce qui nous a, nous, interpellés, c'est comment le bio, en tout cas dans l'esprit des gens, n'est plus la réponse idéale. Et comment, bien que le bio continue à croître, comment le local est en train de, quelque part, monter, en tout cas dans l'esprit des gens, et on essaie de comprendre entre le bio et le local, l'organique, parce que c'est pas exactement la même différence que le bio, mais on va dire que c'est à peu près la même chose. Comment est-ce qu'entre l'organique et le local, qu'est-ce qui va faire une différence? Donc l'organique, ça marche. Mais on voit ici qu'un tiers des gens disent qu'ils essayent d'avoir une alimentation locally ground, donc voilà, alors que seulement 18% nous disent qu'ils veulent une alimentation organique. Donc ça fait une grosse différence. Et pourquoi est-ce qu'il y a en fait cette différence? Donc cette différence, elle amène aussi à des changements. Locally ground, ça veut dire comment je fais pour manger des choses qui ont été développées à moins de 25-30 km de chez moi. Donc ça veut dire que les villes vont peut-être devoir, comme on le voit à Chicago ou à Détroit, inventer des nouveaux modèles de serres ou de fermes au cœur de la ville. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on va parler des saisons.
Et on voit que partout dans le monde, à part en Angleterre, où je pense qu'il pleut tout le temps, donc je crois que la saison, ils n'ont pas bien compris la notion de saison, mais à part les Anglais qui ne s'intéressent pas trop aux saisons, tous les autres pays nous disent « je fais un effort pour acheter quelque chose qui est de saison ». Après, on ne sait pas forcément qu'est-ce qui est de saison. On va faire confiance à la personne au marché, mais moi je ne sais pas toujours quand c'est la fin de la saison des fraises ou quand c'est le début de la saison de la betterave. Donc cette idée de référence à la saison, elle est très intéressante. Comment est-ce qu'on aide les gens à choisir ce qui est vraiment de saison? Et globalement, j'essaye, je suis prêt à payer un petit peu plus. Alors en général, c'est pas vrai, mais ça veut dire que je suis prêt à faire un petit effort pour quelque chose qui a été développé localement. Donc on voit bien là aussi que partout dans le monde, des Américains, il y a un retour au marché, je cherche le producteur local que je connais, avec qui je vais avoir une petite conversation en même temps que j'achète mes tomates, mes carottes, mes betteraves, en tout cas mes produits de saison. Voilà. Et ça c'est intéressant, je préfère acheter un producteur local qu'un supermarché. On va voir que, en tout cas en France, en Espagne, en Italie, dans nos zones géographiques, dans nos pays latins, on a une vraie culture, un véritable amour de l'ingrédient. Ce retour au local est important. J'aime connaître la personne. Alors on se dit, c'est mon voisin, donc quelque part, il ne peut pas me mentir. Alors c'est peut-être pas vrai, il a peut-être fait pousser ses carottes n'importe comment, mais moi j'ai l'impression que si j'achète à quelqu'un de local, je fais du bien à ma communauté, je parle à quelqu'un que je connais, donc je rétrécis peut-être le cercle de ce monde un petit peu trop grand, et globalement, ça me va bien, ça me fait du bien. Alors on a demandé aux gens, ça c'est pas mon étude, mais je trouvais que c'était intéressant, qu'est-ce que c'est qu'un truc naturel? Les gens ne savent pas ce qu'est naturel, ils vous disent qui ne contient pas de produits chimiques, bon bah ça oui, ok, qui n'a pas été transformé, quelqu'un dont je connais le producteur. C'est très intéressant, moi j'ai trouvé ça assez magique, ce mélange entre le naturel et le lien humain. C'est-à-dire, un truc naturel, c'est un truc que j'achète à quelqu'un que je connais. Voilà, moi ça m'interpelle parce que je trouve que là il y a quelque chose d'assez nouveau dans la définition du naturel. Et globalement, on voit que tous ces gens qui fabriquent avec leurs mains des choses, qui cuisinent, alors là j'ai pas la photo de Thierry, mais globalement je trouve ça formidable qu'aujourd'hui un boucher soit la star du moment. On n'aurait pas imaginé qu'un boucher, un boulanger, un pâtissier soient aujourd'hui les hommes les plus sexy de la planète ou du moment. Donc on a un boucher, un boulanger, un pâtissier. Et c'est eux qu'on a envie de regarder, c'est eux qu'on a envie de suivre, c'est eux qu'on a envie d'écouter. Et puis un cuisinier évidemment tout à l'heure. Donc on voit bien là un peu ce nouvel amour pour l'artisan. Celui qui fait, celui qui fabrique, je le connais, je sais que c'est lui, je sais qu'il a acheté d'une certaine manière, qu'il sait faire. Et quelque part je me réintéresse à ces gens-là. De la même manière que vous dites, une marque, quand je l'écoute, je ne la crois pas. Mais si elle fait parler ses fermiers, ben, elle va incarner son discours, je vais la croire beaucoup plus. Ben, c'est pareil, si elle fait parler son cuisinier, son boucher, ses artisans, je vais avoir une parole beaucoup plus forte et beaucoup plus crédible. 3 choses à propos du local qui nous semblent intéressantes. C'est que le local, ça combine 3 dimensions. Et pour nous, c'est ça qui est intéressant. C'est que quand on a ces 3 dimensions, on gagne. La première, c'est la confiance. Ben, on l'a vu, hein, j'ai confiance dans quelqu'un que je connais. Donc je le connais, il est de chez moi, de mon quartier, ma région, donc j'ai confiance. Donc ça c'est la première chose. La deuxième chose c'est l'accessibilité. Je pense que c'était le problème du bio. C'est que le bio on se dit que c'est cher, le local on se dit, vrai ou pas vrai, que comme on va économiser des frais de transport, globalement, peut-être que j'y fais une économie, parce que je n'aurais pas payé en frais de transport, je vais le retrouver dans la qualité de ce que je mange. Donc le local inclut cette notion d'accessibilité que le bio n'avait sans doute pas. Un petit peu comme dans l'économie collaborative, on se disait, qu'est-ce qui intéresse les gens dans l'économie collaborative? C'est pas seulement le mode de collaboration, c'est aussi d'avoir accès à des choses auxquelles ils n'avaient pas accès autrement. Donc cette dimension d'accessibilité, elle est assez intéressante. Et le emotional bonding, ben, quand j'achète local, je me remets en lien avec ma communauté, et ça c'est fondamental. L'alimentation, c'est la remise en lien avec la communauté. C'est pour ça qu'aujourd'hui, l'organique, à partir du moment où il va s'industrialiser, cette dimension de lien à la communauté va être de moins en moins intéressante, puisque l'organique, ça y est, ça a basculé du côté des grandes marques, du côté des grands distributeurs, alors que le local reste beaucoup plus communautaire.
What's Next. J'aime bien cette campagne de The Food, enfin cette campagne, cette information de The Food Assembly. The Food Assembly, c'est la ruche qui dit oui, en fait, en Angleterre. Et ils vous disent 3 arguments, 26 miles, la distance moyenne par rapport à un produit vendu, par rapport à 10 000, la distance d'un fruit qui vient des États-Unis. Et ils vous disent tout de suite derrière, deuxième argument, 33% moins cher que de l'organique. Donc on voit bien que dans le local, il y a cette idée de quelque chose qui, du producteur au consommateur, me permet de faire quand même, ne serait-ce pas une bonne affaire, mais en tout cas de court-circuiter des intermédiaires qui alourdissent le coût au profit de la pure qualité de ce que je mange. Donc ça nous paraissait intéressant. Dernier thème, on a vu que ce que je mange définit ce que je suis, ma santé, mon lien à la planète, mon lien à ma communauté, aux hommes, et le plaisir dans tout ça. Parce que c'est quand même une vraie question. Il faut quand même que je me fasse plaisir. Donc le plaisir dans tout ça, aujourd'hui, il est lié à 2 choses. Une dimension qui est la naturalité, parce que avoir un ingrédient naturel le moins transformé possible, c'est une source de sensation et de plaisir. Il y a une autre dimension sur laquelle je voulais me focaliser ici, c'est la dimension sociale. Et il y a une dimension sociale dans l'alimentation qui revient extrêmement fortement. Et le plaisir, il est, c'est ce que je disais un peu au début, dans la manière dont je parle, dont je photographie, dont je partage mes sensations, mes découvertes, en tout cas mon rapport à l'alimentation. Donc il y a véritablement un plaisir là extrêmement fort, particulièrement sur les jeunes. Donc on a demandé ici, par exemple, je me considère comme un foodie, lover, un gourmet, etc. C'est quand même très intéressant, impressionnant que 52% des millénials, donc les millénials ils ont jusqu'à 35 ans, ils sont jeunes, pas si jeunes, vous disent oui, contre 34% des boomers. Ça veut dire que plus on est jeune, plus on se considère comme un gourmet, un foodie, quelqu'un d'hyper branché question nourriture. Quand on demande aux gens, dîner dans un restaurant est une de mes activités favorites, de la même manière, moi je trouvais que c'était un peu étonnant, parce que les jeunes ont quand même beaucoup moins d'argent. Toutes les études qu'on fait, les jeunes n'ont pas de quoi. Ils sont pour le bio, mais ils n'ont pas de quoi se le payer. Ils ont quand même beaucoup moins de revenus. Or, ils disent que manger dans un restaurant, c'est formidable. À mon époque, on mangeait chez soi, puis on sortait pour boire. Mais on ne sortait pas pour manger dans un restaurant. C'était trop cher. Donc on gardait son argent pour d'autres choses. Boire un verre, aller dans un bar, etc. Là, manger au restaurant, c'est un élément important. Évidemment, j'aime bien cette petite photo. Est-ce que tout va bien ? Vous n'avez pas photographié votre assiette. Donc, il y a même des restaurants maintenant qui interdisent la photographie de l'assiette parce que ça tue la surprise pour les suivants. Mais globalement, on est dans cette dimension sociale de partage. Et on a posé cette question, manger can be as pleasurable as sex. Et là, on voit également que c'est plus vrai chez les jeunes et c'est plus vrai chez les femmes. Et alors attention, c'est moins vrai en France. Hein, mais à part en France, on va voir que dans beaucoup de pays, les gens vous disent le plaisir que je mets dans l'alimentation, c'est un plaisir qui va extrêmement loin, on peut le dire comme ça. Et dernière question, on a demandé à des gens si vous aviez le choix entre sexe et un excellent dinner dans un restaurant, je choisirais le dîner. Et en fait, c'est marrant, on voit que 42% des femmes choisiraient le dîner. Alors, j'ai mis dans un excellent restaurant. Donc, effectivement, j'ai avantagé le restaurant par rapport à... J'ai pas mis excellent sex, j'ai mis excellent restaurant. Donc, on m'a reproché d'avoir été un peu de parti pris dans ma question. Mais enfin, 42% des femmes préféraient un excellent restaurant et seulement 26% des hommes. Donc, juste ce qu'on veut dire là, c'est qu'on voit ce regain d'intérêt, de passion, d'envie, d'expérience au travers de l'alimentation. Donc, c'est pas qu'un truc casse-pied, sérieux, c'est quelque chose qui également va être une source d'énormément de sensations. Donc autour de ce plaisir, pour conclure là-dessus, 3 dimensions qui nous apparaissent intéressantes, le partage, l'expérience et le temps.
Le partage, ça peut paraître évident, mais quand je vois les chiffres aux États-Unis, je me dis que c'est plutôt un bon signe. C'est important de prendre au moins un repas en famille. En fait, vous voyez qu'aux États-Unis, 89% des prosumers, 71% du lait. C'est pas ce qu'ils font, mais ils commencent à se dire que le repas, c'est quelque chose qui rassemble la famille. Il y a beaucoup de thématiques autour de la famille, mais le repas en famille, je pense, revient par rapport à l'époque où chacun arrivait à l'heure qu'il voulait ouvrir le frigo. En tout cas, dans leur fantasme, peut-être pas dans la réalité, mais dans le fantasme d'une vie familiale heureuse et réussie. Le deuxième thème, c'est évidemment l'expérience. Ça, c'est moins nouveau. Mais l'idée d'expérimenter de nouveaux goûts, de nouveaux ingrédients. En fait, c'est pas parce que c'est naturel, c'est pas parce qu'on sait d'où ça vient qu'il faut que ce soit pas une surprise, que ce soit pas un étonnement. Donc on va avoir envie de combiner l'étonnement, l'expérience avec le naturel. Et les gens disent d'ailleurs, je suis encore plus adventurous dans mon alimentation que je ne l'ai été. Donc tout ce qui va permettre de remettre ce sentiment d'aventure va être intéressant au travers des sensations exotiques, des parfums, etc., etc. Et dernier élément, moi j'aime bien, c'est le temps. Et là, tu disais tout à l'heure que c'était, je la cherche, voilà, un rapport au temps, c'est très intéressant. C'est que ça change notre rapport au temps. Et les gens commencent à nous dire, et ça c'est nouveau, on voit bien qu'on a des différences assez importantes entre le mainstream et les prosumers, que globalement il faut prendre son temps pour apprécier ce qu'on mange. Et ça, c'est en train de revenir après des années de snacking, des années où il fallait aller vite, plus vite, manger en faisant quelque chose, être dans la praticité, etc. On va commencer à se dire non, s'interrompre, se poser, ça redevient important. Vous voyez cette question, la plupart de mes repas, je me sens pressée, j'aimerais ralentir. Vous voyez que là, on a 57% des prosumers qui vous disent qu'ils aimeraient ralentir. Et pareil pour les jeunes, c'est que les boomers qui continuent à penser que finalement, être pressé, aller vite, c'est toujours bien, mais pas les jeunes. Et par rapport à l'opposé, c'est-à-dire je n'aime pas avoir un repas qui me prend trop de temps et qui m'interrompt dans mes activités. Voilà, je vais terminer sur cette charte que j'aime bien, parce que j'aime bien que les Américains nous disent « J'admire les cultures où les gens prennent de longues lunch breaks ». C'était quand même avant, ils nous montraient du ouais, c'est français qui prennent une heure pour déjeuner, en plus ils boivent du vin, mais vraiment bon. Donc maintenant, on commence à dire cet art de vivre un peu à la française, où on prend son temps pour manger, pour parler de ce qu'on mange, on a ce vocabulaire et cette culture commence à être admirée, continue d'être admirée dans le monde entier. Voilà que bien sûr les Français, ça nous étonne pas tellement que les Français pensent ça, mais que les Chinois pensent ça, que les Américains pensent ça, que les Anglais pensent ça. Je pense que c'est assez encourageant, assez nouveau, et en tout cas ça montre que notre art de vivre à la française a vraiment un potentiel de séduction dans les nouveaux pays. Je pars sur les startups parce que tu t'en parleras. Et juste pour conclure, ce qu'on s'est dit, pour résumer avant de passer la parole à nos trois amis, qu'est-ce qu'on se dit? On se dit d'abord la tension, une grosse tension entre les envies des gens de choisir la vie qu'ils veulent vivre à titre individuel, à titre collectif, pour eux, pour la planète, et la capacité des marques à y répondre. Ça, on peut se dire que c'est noir si on se dit qu'on est pessimiste et que pour les marques, c'est la fin des marques, ou on peut se dire que c'est bien parce que ça veut dire qu'il y a du boulot. Donc, quand il y a du boulot, il y a de l'espoir. Moi, je trouve que c'est plutôt quelque chose de positif. La deuxième, c'est qu'on est dans quelque chose de complètement holistique. C'est moi, ma santé, ma famille, ma communauté, la planète. Donc on est bien au croisement de toutes ces dimensions. Et que les gens, aujourd'hui, ont besoin d'aide pour checker, savoir quoi faire, pour les accompagner, les coacher, et pour les aider à faire les bons choix pour l'environnement et la planète. Et puis après, on parlera un peu du local, mais bon, et de ce plaisir que les gens ont, et particulièrement, moi je trouve intéressant, de parler des jeunes, et du fait qu'ils sont quand même prêts à faire des vrais choix dans leur alimentation, dans la manière dont ils vont au restaurant, etc. Ils sont passionnés par ce sujet-là,
Donc c'est aussi quelque chose, je pense, d'extrêmement intéressant à avoir en tête. On ne s'adresse pas qu'à une population de boomers qui a de l'argent, on s'adresse aussi à une population de gens jeunes, très concernés, très excités, qui trouvent du plaisir et du sens. Et donc je trouve que c'est très bien. Voilà, donc écoutez, j'en ai terminé avec cette introduction et je vais repasser la parole à nos trois compères qui sont complètement dans la mouvance de tout ça.